Ce à quoi vous résistez vous asservit, ce que vous acceptez vous transforme. Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines séparations semblent détruire complètement notre essence, tandis que d'autres, tout aussi douloureuses, deviennent des portails vers notre transformation la plus profonde? Avez-vous remarqué comment certaines personnes parviennent à émerger de relations brisées avec une force intérieure inédite, tandis que d'autres restent enlisées dans les décombres pendant des années? Ou peut-être vous demandez-vous pourquoi, même en sachant que cette relation n'était pas saine, votre être tout entier clame encore un retour au connu, aussi douloureux fût-il. Dans cette vidéo, vous allez comprendre les couches les plus profondes de la douleur de la séparation à travers le prisme de la psychologie analytique de Jung. Vous découvrirez comment l'abandon peut être le déclencheur de la véritable rencontre avec votre totalité. Vous apprendrez à transformer le rejet en un chemin d'individuation qui éveille des parties endormies de votre être. Et plus important encore, vous comprendrez que cette douleur n'est pas seulement souffrance, c'est un appel de votre âme à reconnaître votre propre complétude. Il existe une sagesse ancestrale dans les blessures qui nous semblent impossibles à supporter. Quelque chose d'insoupçonné se cache derrière les larmes que vous ne soupçonnez pas, quelque chose que seuls ceux qui regardent les ombres parviennent à trouver. C'est là, au point le plus sombre de la nuit intérieure, qu'une vérité silencieuse attend d'être révélée. Et lorsque vous aborderez le thème des retrouvailles avec votre moitié perdue, vous découvrirez le véritable sens de ce qui aujourd'hui ne semble qu'une destruction. Commençons. L'abîme où la lumière s'éteint. Quand un amour prend fin, ce n'est pas seulement une personne qui s'en va, c'est comme si un monde entier s'écroulait en vous. Les fondations que vous croyiez inébranlables révèlent leur fragilité. Le sol se dérobe sous vos pieds. Jung a compris que cet abîme n'est pas seulement émotionnel, c'est une rupture de la conscience qui nous relie aux archétypes les plus primitifs de l'abandon. C'est le retour au chaos primordial, celui qui précède toute création. Imaginez quelqu'un qui s'est réveillé un jour ordinaire, a pris son café avec la personne aimée, et quelques heures plus tard, a entendu les mots qui ont tout changé. « Je ne peux plus continuer. Le monde qui existait le matin n'existe plus le soir. Le futur planifié disparaît. Les souvenirs partagés pèsent désormais comme des pierres. Ce quelqu'un, c'est peut-être vous maintenant. Ou cela a pu être vous à un moment donné. La dévastation ne concerne pas seulement la perte de l'autre. Il s'agit de perdre le récit que vous aviez construit sur vous-même, sur votre vie, sur votre valeur. La dévastation ne concerne jamais seulement l'autre. Elle est la dissolution de l'histoire que nous avons construite sur nous-mêmes. Lorsque Jung parlait de la nuit obscure de l'âme, il faisait référence à des moments comme celui-ci. Des moments où toutes les lumières s'éteignent et où nous sommes contraints de naviguer dans l'obscurité absolue de notre psyché. C'est là, lorsque tous les points de référence externes disparaissent, que nous commençons à trouver la boussole intérieure. Avez-vous déjà senti que votre douleur est si profonde qu'elle semble n'avoir pas de fond? Cette sensation de chute infinie est, paradoxalement, le premier pas vers une nouvelle conscience. Dans l'abîme de la séparation, l'inconscient commence à parler plus fort. Rêves intenses, synchronicités étranges, émotions accablantes qui semblent sans origine identifiable, tout cela sont des signes que des couches plus profondes de votre psyché sont en train d'émerger. Et c'est pourquoi le conseil de passer à autre chose, ou de s'en remettre vite, est si inefficace. Ce n'est pas seulement une question de temps chronologique. C'est un voyage à travers les couches de votre psyché. Une traversée qui ne peut être précipitée, seulement vécue en pleine conscience. Imaginez une femme qui, après 20 ans de mariage, est quittée sans aucun préavis. Son partenaire a simplement fait ses valises et a dit qu'il ne l'aimait plus. Pendant des semaines, elle a à peine pu se lever du lit. Le monde a perdu ses couleurs. Elle se demande comment elle va continuer à vivre. Ce qu'elle ne perçoit pas dans ses premiers moments de douleur aiguë, c'est que cet abîme n'est pas la fin de son histoire. C'est le début d'une nouvelle, celle dans laquelle elle, finalement, sera la protagoniste. Éclat de miroir. L'image fragmentée. Lorsque nous sommes rejetés, quelque chose de très particulier se produit avec notre image de soi. C'est comme si nous regardions dans un miroir et soudain, il se brisait en 1000 morceaux sous nos yeux. L'image que nous avions de nous-mêmes se fragmente. Jung appellerait cela une rupture de la persona.
le masque social que nous construisons et présentons au monde. Lorsque quelqu'un que nous aimons profondément nous rejette, cette persona subit un coup dévastateur. Après tout, si quelqu'un qui connaissait nos parties les plus intimes a décidé que nous n'étions pas suffisants, qu'est-ce que cela dit de qui nous sommes réellement? C'est à ce moment-là que surgissent des questions douloureuses. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne suis-je pas suffisant? Comment n'ai-je pas vu que cela allait arriver? Imaginez un homme qui s'est toujours vu comme un partenaire attentionné et dévoué. Son identité était profondément liée à sa capacité à prendre soin et à protéger. Lorsque sa compagne décide de le quitter, disant qu'elle se sent étouffée par ses attentions excessives, il ne perd pas seulement la relation, il perd l'image qu'il avait de lui-même. Le rejet ne brise pas seulement le cœur, il fragmente le miroir dans lequel nous voulions notre propre visage. Chaque fragment de ce miroir brisé reflète une question, un doute, une insécurité. Et c'est ici que la sagesse jungienne offre une perspective transformatrice. Ces fragments ne sont pas seulement des décombres, ce sont les pièces d'un puzzle qui, une fois réorganisées, révèlent une image beaucoup plus complète et véridique de qui nous sommes. Avez-vous déjà remarqué comment, après une séparation douloureuse, nous commençons à remettre en question des aspects de nous-mêmes que nous n'avions jamais remis en question auparavant? Ce questionnement, aussi douloureux soit-il, est le début d'un processus de connaissance de soi beaucoup plus profond. Le miroir brisé nous force à regarder chaque fragment individuellement. Des parties de nous qui étaient cachées derrière l'image complète et idéalisée. Des parties que, peut-être nous-mêmes, ne connaissions pas bien. Et voici l'opportunité. Au lieu d'essayer de recoller rapidement les morceaux pour recréer la même image qu'avant, nous pouvons utiliser ces fragments pour composer une nouvelle mosaïque. Une mosaïque qui reflète non seulement qui nous pensions être, mais qui nous sommes réellement, avec toutes nos complexités et nos contradictions. La rencontre avec nos monstres intérieurs. Lorsque la douleur de la séparation s'installe, elle ne vient pas seule. Elle apporte avec elle des compagnies anciennes, mais souvent ignorées, nos peurs les plus profondes, nos insécurités enracinées, nos colères refoulées. Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre, cette partie de nous que nous gardons cachée, non seulement des autres, mais principalement de nous-mêmes. L'ombre est formée de tout ce que nous nions en nous, que nous cachons, que nous refoulons parce que nous ne le considérons pas comme acceptable ou admirable. Et comme Jung nous l'a enseigné, plus nous nions l'ombre, plus elle a de pouvoir sur nous. L'abandon a un effet unique. Il déchire le voile qui maintenait notre ombre cachée. Soudain, nous nous retrouvons face à face avec nos monstres intérieurs. Imaginez quelqu'un qui s'est toujours enorgueilli de son indépendance émotionnelle, de n'avoir jamais besoin de personne. Lorsque cette personne est quittée par un amour profond, quelque chose d'inattendu se produit. Une dépendance désespérée émerge, une peur accablante de rester seule, un besoin presque physique de la présence de l'autre. Cette personne est en train de rencontrer son ombre, la partie dépendante et vulnérable qui a toujours existé, mais qui n'a jamais pu être reconnue ou exprimée. Nos blessures les plus profondes sont des portails vers les parties les plus authentiques de notre être. Cette rencontre est douloureuse, car elle remet fondamentalement en question l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est comme découvrir un étranger vivant dans notre propre maison, un étranger qui, en réalité, a toujours été là, Mackels, que nous maintenions enfermés au sous-sol de la conscience. Vous êtes-vous déjà surpris par l'intensité des sentiments qui ont émergé après une séparation? Par des pensées ou des comportements qui ne semblaient ne pas vous appartenir. C'est votre ombre qui se manifeste. La sagesse jungienne nous enseigne que le chemin n'est pas d'essayer d'expulser ces monstres, cela ne ferait que les renforcer. Le chemin est de les reconnaître, de les intégrer, de comprendre ce qu'ils ont à nous apprendre sur qui nous sommes réellement. Imaginez un homme qui, après avoir été quitté, découvre en lui une rage qu'il n'avait jamais expérimentée. Il fantasme sur la vengeance, sur l'idée de faire souffrir l'autre. Ses pensées l'effraient, car elles contredisent son image de personne pacifique et rationnelle. Ce qu'il ne perçoit pas, c'est que cette rage, lorsqu'elle est reconnue et intégrée consciemment, peut se transformer en force, en auto-affirmation, en capacité d'établir des limites saines. L'ombre, lorsqu'elle est mise en lumière, révèle ses dons. Et peut-être est-ce la première grande leçon de la séparation. Ce que nous craignons le plus d'affronter en nous-mêmes peut contenir précisément ce dont nous avons le plus besoin pour nous reconstruire.
Les chaînes invisibles du désir. Il y a quelque chose de particulier dans la douleur de la séparation que la psychologie traditionnelle n'aborde souvent pas, sa ressemblance avec le sevrage d'une substance chimique. Jung comprenait que les relations ont une dimension alchimique. Elles n'unissent pas seulement deux personnes, mais créent une troisième entité, un champ énergétique propre. Lorsque ce champ est rompu, nous expérimentons un véritable syndrome de sevrage. Notre corps, notre esprit et notre âme réclament la présence de l'autre comme un toxicomane réclame sa drogue. Ceci n'est pas une exagération poétique. Des études neuroscientifiques modernes confirment ce que Jung intuait. L'amour romantique active les mêmes circuits cérébraux que les substances addictives. Et la séparation déclenche les mêmes mécanismes neurologiques que le sevrage. Imaginez quelqu'un qui, même sachant qu'il a été trahi à plusieurs reprises, même ayant la clarté rationnelle que la relation était nuisible, ressent néanmoins un désir accablant de revenir, d'appeler son ex-partenaire, de consulter ses réseaux sociaux de manière obsessionnelle. Ce que nous appelons amour cache souvent une dépendance à des sensations que nous ne comprenons pas. Jung comprenait que cette fissure pour l'autre n'est pas seulement émotionnelle. Elle a des racines à des niveaux plus profonds de la psyché, se connectant aux archétypes primordiaux d'union et de séparation, de vie et de mort. L'autre devient symboliquement notre source de vie et le perdre semble équivalent à la mort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en sachant qu'une relation est terminée, votre corps semble ne pas accepter cette réalité? Pourquoi votre système nerveux reste en état d'alerte, cherchant des signes de la personne partie? C'est parce que le lien formé n'était pas seulement psychologique ou émotionnel, il était aussi énergétique, chimique, instinctif. Il opérait à des niveaux que la raison consciente n'atteint pas facilement. Et c'est là que réside l'un des plus grands défis de la séparation. Reconnaître qu'une partie de ce que nous ressentons comme amour éternel peut être, en réalité, une dépendance. Reconnaître que cette sensation de « je ne peux pas vivre sans toi » est littéralement un sevrage, pas une vérité existentielle. Imaginez une femme qui, après avoir mis fin à une relation abusive de plusieurs années, ressent encore un vide inexplicable lorsqu'elle est loin de son ex-partenaire. Elle se culpabilise de cette contradiction. Comment puis-je regretter quelqu'un qui me faisait du mal? Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que son corps et sa psyché répondent à des schémas beaucoup plus anciens et profonds que sa compréhension rationnelle de la situation. Et que comme toute désintoxication, ce processus exigera du temps, de la patience et surtout de la compassion envers soi-même. Reconnaître ces chaînes invisibles du désir est le premier pas vers la libération. Le labyrinthe de l'auto-accusation. Il y a une phase particulièrement douloureuse dans le parcours de la séparation, celle où nous retournons notre colère et notre frustration contre nous-mêmes. Jung y verrait un mouvement de la psyché pour tenter de garder un certain contrôle sur une situation qui, en réalité, échappe à notre emprise. Après tout, si le problème vient de moi, je peux le réparer. Si je suis coupable, il y a une solution. Il est moins terrifiant de croire que nous avons échoué que d'accepter que certaines choses n'étaient tout simplement pas en notre pouvoir. Et c'est ainsi que nous commençons à parcourir le labyrinthe de l'auto-accusation, revisitant chaque instant, chaque mot, chaque geste, cherchant où nous avons commis des erreurs, ce que nous aurions pu faire différemment, comment nous aurions pu éviter le dénouement douloureux. Imaginez un homme qui, après la fin de son mariage de 15 ans, passe des nuits blanches à repasser mentalement toutes les disputes, tous les moments où il a perdu patience, toutes les fois où il n'a pas été présent comme il aurait dû l'être. Si j'avais été plus attentif, si j'avais montré plus d'affection, si j'avais moins travaillé. Se culpabiliser est une tentative désespérée de trouver de l'ordre dans le chaos de la séparation. Cet homme tente, inconsciemment, de préserver l'illusion de contrôle, car s'il est le seul responsable, alors il y a encore de l'espoir, il peut changer, il peut s'améliorer, il peut reconquérir ce qu'il a perdu. Le problème est que cette auto-accusation nous mène rarement à une véritable compréhension. Au contraire, elle nous emprisonne dans un cycle de culpabilité qui ronge notre estime de soi et obscurcit notre capacité à voir la situation dans sa complexité. Jung nous enseignerait que les relations sont des systèmes complexes où la responsabilité n'est jamais unilatérale. Ce sont des danses où les deux partenaires contribuent au rythme,
aux faux pas, aux moments d'harmonie et de désaccord. Avez-vous remarqué comment, dans cette phase de culpabilisation, nous avons tendance à idéaliser l'autre et à nous diaboliser nous-mêmes? Comment nous devenons des juges implacables de nos propres actions, tout en justifiant ou en minimisant celles de l'autre? Cette distorsion est compréhensible en tant que mécanisme de défense, mais elle est aussi un obstacle à la véritable guérison. Car la guérison commence par la vérité, non pas la vérité absolue et objective, qui n'existe peut-être même pas, mais la vérité qui reconnaît l'humanité, les limites et les contributions de toutes les personnes impliquées. Imaginez une femme qui assume toute la responsabilité de la fin de sa relation parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle se torture avec l'idée qu'elle a échoué en tant que femme, en tant que partenaire, en tant qu'être humain. Ce qu'elle ne perçoit pas, c'est que cette auto-accusation est une forme de tentative de donner un sens à quelque chose qui, en substance, n'a pas de coupable. La sortie du labyrinthe de l'auto-accusation ne réside pas dans la recherche de plus de raisons de se culpabiliser, ni dans le transfert de toute la faute sur l'autre. Elle réside dans la compréhension que certaines choses arrivent simplement, que les relations se terminent parfois non pas par la faute morale de quelqu'un, mais parce que les chemins humains divergent, parce que les besoins changent, parce que la vie est un flux constant, pas un état statique. La véritable liberté commence lorsque nous acceptons que tout n'est pas sous notre contrôle, et que cela, aussi effrayant que cela puisse paraître, signifie aussi que tout n'est pas de notre responsabilité. La flamme qui purifie les blessures. Il y a un moment dans le parcours de la séparation que beaucoup craignent, mais que Jung reconnaîtrait comme essentiel, le réveil de la colère. Après nous être culpabilisés, avoir idéalisé l'autre, avoir tenté de négocier avec la réalité, nous permettons enfin à l'indignation d'émerger. C'est comme si une flamme s'allumait en nous, d'abord petite, puis de plus en plus intense. Une flamme qui brûle les illusions, les dépendances, les faux espoirs. Une flamme qui, lorsqu'elle est consciemment accueillie, a le pouvoir de purifier nos blessures les plus profondes. Notre culture a tendance à diaboliser la colère, surtout lorsqu'elle est exprimée par certains groupes. On nous enseigne à la réprimer, à la considérer moins noble que la tristesse, moins acceptable que le pardon. Mais Jung verrait la colère comme une énergie psychique puissante et nécessaire, quand elle est canalisée adéquatement. Imaginez quelqu'un qui, après des mois de dépression suite à une rupture, se permet enfin de ressentir de la colère d'avoir été trompé, de la colère d'avoir tant donné de soi à quelqu'un qui n'a pas su apprécier, de la colère pour tout le temps perdu. Et dans cette colère, quelque chose d'inattendu se produit. Il ou elle commence à retrouver sa vitalité. La colère consciente est le feu qui transforme la douleur passive en force active. Ce n'est pas une colère destructive, tournée vers la vengeance ou la rétorsion. C'est une colère transformatrice, qui nous reconnecte à notre dignité, à notre valeur, à nos limites. C'est le feu alchimique qui transforme le plomb de la douleur en or de la conscience. Avez-vous déjà remarqué comment c'est précisément lorsque nous commençons à ressentir de la colère que nous nous mettons enfin à agir, à prendre soin de nous, à établir des limites, à diriger notre énergie vers notre propre reconstruction au lieu de la gaspiller à essayer de récupérer le passé. C'est dans cette phase que de nombreuses personnes entreprennent des transformations physiques. Elles s'inscrivent à la salle de sport, changent de look, renouvellent leur garde-robe. Loin d'être des attitudes superficielles, ces gestes symbolisent quelque chose de profond. Nous revendiquons le droit à notre propre corps, à notre propre image, à notre propre vie. Imaginez un homme qui, après avoir été trahi, traverse des mois de dépression profonde, peinant à sortir du lit. Un jour, la colère finit par émerger. Il coupe les cheveux qu'il gardait longs parce que son ex-partenaire les préférait ainsi. Il commence à pratiquer un sport qu'il a toujours voulu faire, mais n'a jamais essayé parce qu'elle ne l'approuvait pas. Il reprend contact avec des amis qui s'étaient éloignés pendant la relation. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un changement extérieur, mais un profond réarrangement psychique. L'énergie qui était emprisonnée dans la douleur, l'auto-accusation et l'idéalisation de l'autre est maintenant redirigée vers le renforcement du moi. Jung nous dirait que cette colère, lorsqu'elle est consciente, est en fait un aspect de l'archétype du guerrier intérieur, cette partie de nous qui sait se battre pour ce qui est juste, qui reconnaît sa valeur et ne permet pas qu'elle soit diminuée. La clé est de ressentir cette colère pleinement,
de l'honorer comme une messagère de notre dignité, mais de ne pas lui permettre de se cristalliser en amertume ou de se transformer en action destructrice. C'est un feu qui doit brûler ce qui doit être éliminé, purifier ce qui peut être sauvé, et ensuite, comme toute flamme, se transformer naturellement en autre chose. Traverser le désert pieds nus. Il y a un moment dans le voyage de la séparation que peu de gens discutent, mais qui est peut-être le plus transformateur, celui où, après la dévastation initiale, après la culpabilité, après la colère, nous nous retrouvons dans un vaste désert intérieur, non plus complètement détruit, mais encore loin d'être reconstruit. Jung appellerait cela la phase de la nigredo dans l'alchimie psychique, l'étape de l'obscurité, de la calcination, où le matériau brut de nos expériences est réduit à son essence la plus fondamentale. C'est le désert qui précède la terre promise. Dans ce désert, nous marchons pieds nus, sans les protections qui nous protégeaient auparavant de la réalité, sans les faux conforts des illusions, sans l'anesthésie du déni. Nous sentons chaque pierre, chaque épine, chaque grain de sable de la réalité. Imaginez quelqu'un qui a perdu non seulement une relation, mais tout le monde social qui l'accompagnait, des amis communs qui se sont éloignés, des traditions familiales qui ne font plus partie de sa vie, des lieux qu'il ne peut plus fréquenter sans que des souvenirs douloureux ne ressurgissent. Le véritable héroïsme ne consiste pas à éviter la douleur, mais à trouver un sens à travers elle. Cette personne traverse son désert personnel. Et, comme dans tout désert, il y a des moments de désorientation, de soif extrême, de mirages qui promettent un soulagement mais disparaissent à notre approche. Jung comprendrait cette traversée non comme une punition, mais comme une initiation. Dans les sociétés traditionnelles, les rituels de passage impliquaient souvent des périodes d'isolement, de privation, de confrontation avec ses propres limites, non pas pour briser l'esprit, mais pour renforcer l'âme. Avez-vous déjà remarqué comment, après une rupture profonde, il y a une période où nous nous sentons comme des étrangers dans notre propre vie? Comme si nous réapprenions à habiter notre propre corps, à occuper notre propre espace, à identifier nos propres désirs séparés des désirs de l'autre. C'est parce que, d'une certaine manière, nous renaissons. Et toute naissance exige la traversée d'un territoire étroit, inconfortable, apparemment interminable. Elle exige une contraction avant l'expansion. Imaginez une femme qui, après 20 ans d'un mariage qui définissait son identité entière, doit maintenant redécouvrir qui elle est sans le titre de femme d'eux. Elle oscille entre des moments de libération et des moments de panique absolue face au vide des possibilités. Cette femme est au cœur du désert. Et bien qu'elle ne puisse pas voir d'où elle se trouve, chaque pas qu'elle fait sur ce sable brûlant la rapproche non seulement d'une nouvelle relation future, mais d'une relation renouvelée avec elle-même. Jung nous enseignerait que cette traversée du désert est, en fait, le voyage du héros que chacun de nous est appelé à entreprendre. Non pas le héros des films d'action, mais le héros intérieur qui a le courage d'affronter ses propres démons, de continuer quand tout semble perdu, de trouver de l'eau là où d'autres ne voient que du sable. Et comme dans le mythe, le héros ne revient jamais du voyage étant la même personne qu'il est parti. Il revient transformé, portant non seulement des cicatrices, mais aussi des trésors qui ne pouvaient être trouvés qu'au cœur de l'épreuve. Les retrouvailles avec la moitié perdue. L'un des aspects les plus profonds et les moins compris de la séparation est la façon dont elle nous force à confronter notre animus ou anima, les aspects contrasexuels de notre psyché que Jung a identifiés comme des parties complémentaires de notre totalité. Lorsque nous sommes dans une relation intime, nous projetons fréquemment ces parties de nous-mêmes sur l'autre. L'homme projette son anima, son aspect féminin intérieur, sur la partenaire. La femme projette son animus, son aspect masculin intérieur, sur le partenaire. Et, d'une certaine manière, nous externalisons la relation avec ces parties essentielles de nous-mêmes. Lorsque la séparation se produit, ces projections sont brusquement interrompues. Soudain, nous devons recueillir ces parties, les réintégrer, reconnaître que ce que nous cherchions chez l'autre a toujours été, d'une certaine manière, en nous. Imaginez un homme qui a toujours délégué à sa partenaire les aspects de soin, de sensibilité et de connexion émotionnelle dans sa vie. Lorsqu'elle part, il ne perd pas seulement la femme qu'il aimait, il perd le canal par lequel il accédait à sa propre sensibilité, à son propre côté nourrissant,
à sa propre capacité de vulnérabilité. Les plus grandes retrouvailles après une séparation ne sont pas avec un autre partenaire, mais avec des parties oubliées de nous-mêmes. C'est peut-être l'aspect le plus transformateur de la douleur de la séparation. Elle nous force à des retrouvailles avec notre propre totalité, avec des aspects de nous-mêmes que nous avions délégués ou négligés. Avez-vous déjà remarqué comment, après une séparation significative, de nombreuses personnes développent des talents ou des intérêts qui semblaient auparavant endormis, comme si elles se redécouvraient à travers des activités qu'elles avaient abandonnées ou jamais explorées? C'est parce qu'elles réintègrent des aspects de leur psyché qui étaient auparavant vécus indirectement, à travers l'autre. Elles revendiquent des parties de leur totalité. Imaginez une femme qui a toujours délégué à son partenaire les décisions financières, l'assertivité, les initiatives. Lorsqu'il part, elle se sent initialement complètement perdue, incapable de gérer des aspects pratiques de la vie qui n'étaient auparavant pas son domaine. Progressivement, cependant, elle commence à découvrir en elle-même une force, une capacité de décision, une autonomie qu'elle ne savait pas posséder. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement une adaptation pratique, c'est l'intégration de l'animus, l'aspect masculin de la psyché qui était projeté sur le partenaire et qui doit maintenant être reconnu comme une partie de soi. Jung comprendrait ce processus comme une étape cruciale dans le cheminement d'individuation, la voie vers la totalité psychique où nous reconnaissons et intégrons toutes les facettes de notre être. Et c'est peut-être là la grande ironie de la séparation. En perdant celui qui semblait être notre moitié, nous sommes contraints de découvrir que nous avons toujours été entiers. Que la complétude que nous recherchions chez l'autre était toujours, d'une certaine manière, en attente d'être reconnue en nous. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de relations ou que nous devrions rechercher une autosuffisance isolée. Cela signifie que les relations les plus saines sont celles formées par deux personnes qui reconnaissent leur propre intégrité, au lieu de dépendre l'une de l'autre pour se sentir complètes. Quand le hasard révèle sa face divine, il existe un aspect de la séparation qui transcende le purement psychologique, la synchronicité. Jung définissait la synchronicité comme des coïncidences significatives, des événements apparemment accidentels qui semblent chargés de sens et de but, sans explication causale évidente. Lors des ruptures amoureuses, ces synchronicités s'intensifient souvent. Soudain, nous nous retrouvons face à des signes, des rencontres fortuites, des messages qui semblent dialoguer directement avec notre situation intérieure, comme si l'univers extérieur conspirait pour refléter et éclairer notre cheminement interne. Imaginez quelqu'un qui, dévasté après une séparation, allume la radio et écoute exactement la chanson qui a une profonde signification pour son histoire. Ou ouvre un livre au hasard et trouve un passage qui semble écrit spécifiquement pour sa situation. Ou rencontre, sans le planifier, une personne qui offre exactement la perspective dont il avait besoin à ce moment-là. La synchronicité nous montre que nous sommes insérés dans un réseau de sens qui transcende notre compréhension rationnelle. Pour Jung, ces événements ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des manifestations d'un principe organisateur plus profond, qu'il appelait l'unus mundus, l'unité fondamentale entre les phénomènes physiques et psychiques, entre le monde extérieur et intérieur. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments de profonde transformation personnelle, le monde autour de vous semble se réorganiser de manière mystérieuse? Comment des portes se ferment et d'autres s'ouvrent? Comment des rencontres significatives se produisent sans planification? Comment des obstacles et des opportunités surgissent exactement quand nous en avons besoin? C'est comme si la réalité extérieure elle-même répondait au processus de transformation interne. Comme si notre inconscient et le monde matériel étaient en dialogue constant, une danse de signification qui transcende notre compréhension linéaire et causale. Imaginez une femme qui, après une séparation douloureuse, décide de faire un voyage sans but défini, en suivant simplement son intuition. Au cours de ce voyage, elle rencontre des lieux, des personnes et des situations qui semblent refléter exactement son processus intérieur, offrant des aperçus et une guérison qu'aucune thérapie formelle n'aurait pu procurer. Ce qu'elle expérimente n'est pas seulement une série de coïncidences, c'est la synchronicité en action. C'est l'univers qui répond à sa quête intérieure, offrant des reflets externes de son cheminement psychique.
Jung nous enseignerait que ces moments de synchronicité sont particulièrement puissants lors des crises de transformation, comme la séparation amoureuse. Ce sont des ponts entre le conscient et l'inconscient, entre le personnel et le collectif, entre l'humain et le cosmique. Il nous rappelle que même dans les moments les plus solitaires de notre parcours, nous sommes insérés dans un réseau de signification plus vaste. Que nos histoires personnelles, aussi uniques soient-elles, se connectent à des schémas archétypaux qui transcendent le temps et l'espace. Et peut-être le plus grand réconfort que nous puissions trouver dans les synchronicités est précisément celui-ci. La sensation que même lorsque nous perdons une connexion précieuse avec un autre être humain, nous ne sommes jamais vraiment déconnectés du tissu plus large de l'existence. De nouveaux masques pour un nouveau monde. À mesure que nous avançons dans notre cheminement de guérison après la séparation, nous arrivons à un moment crucial, la reconstruction de notre persona. Jung utilisait le terme « persona » pour décrire le masque social que nous portons, le visage que nous présentons au monde. Non pas au sens de la fausseté, mais comme une interface nécessaire entre notre monde intérieur et l'extérieur. Lorsqu'une relation significative prend fin, notre persona antérieur ne sert plus. Elle a été façonnée, en partie, par notre relation avec l'autre, par la façon dont nous nous voyions en tant que partenaires, par la façon dont nous voulions être vus dans le contexte de cette relation. Maintenant, nous devons créer de nouveaux masques. Non pas pour cacher qui nous sommes, mais pour exprimer de manière authentique qui nous sommes en train de devenir. Imaginez quelqu'un qui, pendant des années, a construit son identité sociale comme la moitié d'un couple. Ses amis étaient des amis du couple. Ses intérêts étaient partagés. Sa façon de s'habiller, de parler, de se comporter socialement, tout était entrelacé avec son identité de partenaire. Lorsque cette relation prend fin, il se retrouve non seulement émotionnellement nu, mais socialement désorienté. Comment se présenter au monde? Comment interagir? Quel visage montrer quand le visage familier a été brisé? Reconstruire. La persona n'est pas se cacher derrière de faux masques, c'est créer des interfaces authentiques entre notre nouvel intérieur et le monde. Cette reconstruction est délicate et profondément créative. Il ne s'agit pas de simplement redevenir qui nous étions avant la relation. Cela reviendrait à nier toute la croissance, toute la transformation par laquelle nous sommes passés. Il ne s'agit pas non plus de créer une persona réactive, définie par la négation de ce que nous avons vécu ou par le ressentiment. Il s'agit d'intégrer les leçons, les blessures cicatrisées, les nouvelles compréhensions dans une expression sociale qui reflète véritablement qui nous sommes devenus. Avez-vous déjà observé comment les personnes ayant vécu des séparations profondes réinventent souvent non seulement leur apparence, mais toute leur façon d'être au monde? Comment elles développent de nouveaux intérêts, de nouveaux cercles sociaux, de nouvelles façons de s'exprimer? Cette réinvention, lorsqu'elle est authentique, n'est pas superficielle. C'est la manifestation externe d'une profonde réorganisation interne. C'est la création de nouvelles interfaces qui permettent à notre soi renouvelé de communiquer avec le monde de manière efficace. Imaginez une femme qui, après la fin d'un long mariage, redécouvre des passions qu'elle avait abandonnées, développe des talents qui étaient en sommeil, cultive de nouvelles amitiés basées sur des intérêts sincères et non sur des rôles sociaux. Sa façon de s'habiller change, son langage corporel se transforme, sa voix trouve de nouvelles tonalités. Ce dont nous sommes témoins n'est pas seulement une adaptation à la perte, c'est l'épanouissement d'une persona plus alignée avec son véritable soi. Un masque qui, paradoxalement, permet une plus grande authenticité, une plus grande expression de son essence. Jung nous enseignerait que cette reconstruction de la persona est une partie essentielle du processus d'individuation après une crise. C'est la création d'un nouveau vase, capable de contenir et d'exprimer l'être transformé qui a émergé de l'épreuve. Et peut-être est-ce là l'une des opportunités les plus précieuses de la séparation, la chance de réimaginer non seulement la façon dont nous nous lions aux autres, mais aussi la façon dont nous nous présentons au monde, la chance de créer des masques qui, au lieu de cacher, révèlent plus pleinement qui nous sommes réellement. Le phénix qui renaît de ses propres cendres. Lorsque nous atteignons ce point du cheminement, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Nous réalisons que ce qui semblait n'être que destruction était, en réalité,
le prélude nécessaire à une renaissance plus profonde. Jung comprenait ce processus à travers le symbolisme alchimique de la mort et de la renaissance, la nigredo, obscurité, qui précède la rubedo, rougeur, la destruction qui précède la création. Le phénix qui doit être réduit en cendres avant de pouvoir renaître sous sa forme la plus glorieuse. C'est ici que le cycle CE qui a débuté dans la dévastation s'accomplit. Là où l'abîme qui semblait sans fond se révèle être l'utérus d'une nouvelle conscience. Là où la perte qui semblait n'être qu'une soustraction se révèle être l'espace nécessaire à une addition plus significative. Imaginez quelqu'un qui, des années après une séparation dévastatrice, regarde en arrière et réalise avec une clarté cristalline. Cette fin, qui semblait être la plus grande tragédie de sa vie, fut en réalité le catalyseur de sa plus grande croissance. Sans cette rupture, sans cette douleur, il n'aurait jamais découvert ses propres forces, jamais trouvé son véritable chemin. Jamais il ne serait devenu la personne qu'il est aujourd'hui. La véritable renaissance n'est pas de redevenir qui nous étions, c'est de devenir qui nous étions toujours destinés à être. C'est le paradoxe profond de la séparation lorsqu'elle est vue à travers la lentille jungienne. Ce qui semble être la fin se révèle être un début. Ce que nous ressentons comme un rejet devient l'impulsion vers une auto-acceptation plus profonde. Ce que nous vivons comme un abandon se transforme en retrouvailles avec notre propre totalité. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes qui ont traversé des séparations profondément traitées affichent souvent une qualité lumineuse, une sagesse tranquille, une force sereine qu'elles ne possédaient pas auparavant? Comme elles semblent plus complètes, plus centrées, plus présentes dans leur propre vie. C'est parce qu'elles ont traversé le feu transformateur et lui ont permis non seulement de détruire, mais aussi de purifier et de recréer. Elles ont permis que la douleur ne soit pas seulement souffrance, mais aussi enseignante. Imaginez une femme qui, après la séparation, a plongé dans le travail intérieur, affronté ses ombres, intégré des parties rejetées d'elle-même, reconstruit son identité à partir du centre, non de la périphérie. Aujourd'hui, elle n'a pas seulement surmonté la séparation, elle l'a incorporée comme une partie précieuse de son parcours d'individuation. Ce que nous témoignons n'est pas seulement un rétablissement, c'est une transformation alchimique. Le plomb de la douleur transmuté en or de la sagesse. Jung nous rappellerait que cette transformation ne se produit pas automatiquement. Elle exige conscience, courage et un travail intérieur constant. Elle exige la disposition à affronter l'obscurité, à habiter l'inconfort, à remettre en question nos récits limitants, à intégrer ce qui a été fragmenté. Et c'est peut-être l'invitation la plus profonde que la séparation nous offre. Non seulement aller de l'avant ou trouver quelqu'un d'autre, mais utiliser cette rupture comme un portail vers une relation plus profonde avec notre propre âme, avec les mystères de l'existence, avec le voyage continu de devenir qui nous sommes véritablement. Parce que le phénix ne renaît pas